Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast L'école des femmes inspirantes, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Charlotte Accard. Bonjour Charlotte. Bonjour Ida. Alors Charlotte, tu as suivi le programme de l'école des femmes inspirantes, mais c'est pas cela dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des femmes-s. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment toi-même tu t'es approprié ou pas ce concept? Ou en tout cas, comment après ces mois passés ensemble, eh bien, tu perçois la possibilité aujourd'hui pour les femmes de déployer, de vivre, de découvrir toutes leurs facettes, et puis comment peut-être ça s'est passé pour toi aussi dans le futur, dans le présent, et puis aussi dans l'avenir, comment tu vois ça pour toi, mais aussi peut-être pour toutes les femmes. J'aimerais qu'on ait aussi cette discussion-là sur qu'est-ce que nous rencontrons, nous, femmes, euh, dans ce début de 21e siècle, comment les choses évoluent depuis les révolutions féministes des années 70, et puis peut-être le chemin qu'on a encore à parcourir tout ensemble. Voilà, donc c'est cette conversation-là que j'ai envie qu'on ait ce matin, et je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors Charlotte, peut-être d'abord commencer par te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi ce matin? Qui es-tu? Tu commences par une question compliquée, hein. C'est pas le sujet d'une vie. Alors moi, je suis parisienne. Là, je vous parle d'un rooftop de coworking dans mon quartier. Je suis dans le 18e arrondissement de Paris. Je suis maman de deux petites filles qui ont 4 et 2 ans. Je suis mariée et en ce moment, je suis en train d'arrêter, mais je dirige une société de consulting en stratégie pour les startups et les PME. Et je suis dans une année de réflexion, ça fait un an, ouais, sur le sens que je veux donner à ma vie, le réalignement, la rencontre avec d'autres facettes de moi. Et je suis encore en chemin. Voilà, l'école m'a beaucoup apporté, je pense qu'on va en parler, mais je pense que c'est un long chemin, mais sur lequel je suis en train voilà, de cheminer. Super, merci beaucoup. Alors, si je te dis femme-s inspirante, comment ça résonne pour toi? Comment ça résonnait pour toi? Et puis peut-être aussi comment ce concept se construit et évolue dans ta réflexion. Alors, je vais commencer par le comment ça a résonné pour moi. Ça m'a gêné au début, ce concept. Moi, quand j'ai vu la première fois que j'ai entendu parler de l'école, c'était via toi. Tu faisais un live, une présentation et un live pour parler de ton parcours, de tes différentes bifurcations de vie, de tes différents moments de réalignement, de l'origine de l'école, etc. Et ça m'a énormément parlé et j'ai été tout de suite un peu bloquée par ce principe de femme inspirante. Je me suis dit, ça veut dire quoi? Est-ce que ça, pourquoi une femme inspirante? Pourquoi il y a besoin de catégoriser? Est-ce que moi j'en suis une? Je suis pas sûre. Comment j'en parle autour de moi? Ah ben, je rejoins l'école des femmes inspirantes. Euh, ça m'a gênée un peu aux entournures, le concept. Voilà, je me suis dit, ben, Mm. je vois pas trop ce que c'est. Et puis un an après avoir fait l'école, notamment, et après avoir aussi fait un parcours un peu plus personnel, je me sens entourée de femmes inspirantes. Alors à l'école, mais pas que. Euh, j'ai fait une rencontre un peu avec le concept dans la réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Mm. un concept qui me parle, que j'espère incarner. Euh, et j'ai l'impression d'en voir tous les jours un peu plus autour de moi. Voilà. Je pense que j'ai découvert et j'ai rencontré ce concept via moi, via l'école. Et puis, euh, j'avais l'impression qu'une femme inspirante, c'était, je sais pas, la reine d'Angleterre ou, tu vois, une grande patronne de boîte dans la Silicon Valley. Je me dis, bah, moi, je suis pas une femme inspirante, enfin, pas du tout. Et aujourd'hui, tu vois, je me dis, je vois la maîtresse d'école de ma fille, ma boulangère, et je me dis, c'est des femmes inspirantes, bien, bien comme il faut.
Donc, j'ai beaucoup évolué Hmm. sur le sujet en un an. Et qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes, justement, que tu découvres inspirantes? Qu'est-ce qui maintenant qu'est-ce que tu vois maintenant que peut-être Hmm, tu percevais pas ou que tu mettais sur un piédestal et du coup, il y a des dimensions que tu voyais peut-être moins chez les femmes inspirantes. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, je l'ai pas dit, mais au départ, j'ajoutais du quotidien. ouais. Qu'est-ce que C'est tu, exactement ça. qu'est-ce que Mais tu vois du coup? alors, c'est le tiret S, je pense, qui est inspirant. Euh, je, 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 j'ai intégré le fait que les femmes sont multiples. Alors, j'aime, j'aime pas le face-à-face homme-femme qui est dans le clivage, je trouve. Donc, j'aime pas envie de verser là-dedans. Et pourtant, euh, je trouve que cette pluralité, elle est très féminine. J'ai, j'ai, alors ça, je l'ai souvent noté dans ma vie, voilà, de manière, on a une complexité, un niveau de couche qui est peut-être plus fin, plus délicat, voilà, encore une fois, peut-être un peu plus complexe. Voilà, version un peu peut-être caricaturale, classique, du bon bourrin garçon, un peu mono, bloc. Et l'inspiration, moi, ça vient dans la capacité de gérer ces facettes. Hmm. C'est le et. Ah, moi, j'ai longtemps fonctionné en ou. Je suis une femme qui réussit, donc je suis un peu un garçon. Et puis, ou je suis une mère de famille, ou je suis une nana marrante, sympa et qui fait la fête, ou je suis voilà, la bonne copine. Enfin bref, j'avais du ou et j'arrivais pas à intégrer le et Hmm. moi-même. Euh, et par ailleurs, je le vivais un peu aussi comme un fardeau, ce et. Tu vois, ce femme-s, hein, je disais, pff, c'est compliqué tout ça. J'aimerais bien. Alors, petite anecdote rigolote, mon premier entretien d'embauche, quand j'étais toute jeune, la psy de la boîte m'avait fait j'étais assis et j'avais écrit j'étais un homme. Et j'avais profondément ancré de me dire c'est un fardeau, cette complexité féminine dans la vie professionnelle, mais pas que. Je trouvais que c'était une série de choix voilà, que j'avais pas envie de faire. Ouais. Je voulais être une professionnelle incroyable et une maman, je voulais être et je me disais mais je pourrais pas faire tout ça, c'est pas possible. Quand on a une femme, c'est compliqué. Je voudrais reprendre ce que tu viens de dire sur une série de choix, parce que tu vois, tu disais peut-être les hommes, il y a quelque chose de monobloc. Moi, j'ai une perception que les hommes, précisément, on leur a jamais demandé de faire des choix sur leurs différentes dimensions, en fait. Et que c'est peut-être quelque chose qu'on a demandé aux femmes, notamment quand elles sont rentrées dans le monde du travail. Alors que finalement, un homme, euh, il était père, il était chef d'entreprise ou autre chose, mais euh, que finalement, pour les hommes, c'est beaucoup plus facile d'être sur cette multidimension. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais à la SNCF, mon DG, donc qui était polytechnicien et voilà, et qui gérait là, en l'occurrence, une direction de plus de 10 000 collaborateurs et tout ça, il avait 7 enfants. Et personne lui a jamais dit, mais tu as 7 enfants, est-ce que tu peux être DG de cette direction, quoi. Et il était aussi diacre tu vois, à l'église. Et voilà, il est très engagé dans plein d'associations, etc. Et tu vois, justement, j'ai l'impression que pour les hommes, on n'a jamais posé cette notion d'avoir une série de choix à effectuer et qu'on a peut-être enfermé les femmes justement dans cette série de choix et que c'est peut-être ça qui est en train de se libérer aujourd'hui pour elles. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si c'est en train de se libérer. On en parlera dans la suite, mais Petit en à tout cas, petit. petit à petit, oui, c'est sûr. Ben alors, j'ai pas une réponse nette là-dessus. Je me dis que les hommes n'ont pas encore fait leur trajet de multiples facettes. Ils avaient une facette historique qui était celle du je suis euh, l'homme qui prend soin de ma famille plutôt financièrement. Et du coup, ils ont toujours ça, c'est-à-dire qu'ils sont des G, il n'y a pas de sujet.
Le reste, c'est de l'annexe. Il y a un côté, je fais le reste un peu en annexe. Je te dis ça parce que je vois mon mari aujourd'hui, euh, qui est, euh, euh, qui a un poste dans un cabinet de conseil en strat assez exigeant. Il est papa, euh, mais il dit je serai papa en fin de semaine. Tu vois, Ah, il choisit toujours d'être concentré sur sa carrière, puis quand il a du temps de disponible, de le dédier à autre chose. Nous, on a fait le chemin inverse, quoi. On était maman, euh, mère au foyer, gestionnaire déjà du couple, de la maison et des enfants, ce qui est déjà structurellement bien complexe. Enfin, on n'avait pas juste le travail, voilà, il y a déjà un triptyque historique et des relations sociales. Voilà, donc c'est même pas un triptyque, il y en a même un quatrième. On a intégré le cinquième pilier qui est celui de la partie travail. Et du coup, nous, on a commencé notre entrée dans le travail avec un besoin d'équilibrage, de choix qui était conjoncturel. Euh, donc, on a dû, dès le départ, se dire, ah oui, donc on a 5 trucs à gérer, comment on fait? Eux, ils ont historiquement un truc à gérer et le reste, ça suit. Même s'ils sont investis, enfin, mon mari est un père formidable, voilà, c'est pas je remets pas en cause ça, mais quand je lui dis, ben, tu rentres pas le soir donner le bain aux enfants, il dit non, je les verrai ce week-end. Je dis, ben, je sais pas, tu te poses pas la question de comment aujourd'hui on rend compatible une carrière qu'on a envie tous les deux. Moi, je partage avec lui l'ambition, l'envie de s'investir professionnellement et je veux m'occuper de mes enfants. Et puis, c'est pas, il y aura pas de négociation. Je vais faire les deux. Et ça, lui, il le découvre, il est gêné avec ça. Il ne sait pas trop comment gérer ça. Donc, il essaie de trouver son équilibre. Mais je pense que les générations d'aujourd'hui, d'hommes, commencent à ouvrir sur ces challenges que nous, finalement, ça fait pas 40 ans, 50 ans qu'on est en train de les gérer. Du coup, je pense qu'on a une longueur d'avance. Et je pense que cette libération, elle va se faire, finalement, on a une longueur d'avance. Voilà, elle va se faire, on va arriver à dessiner et on a une grosse responsabilité parce que du coup, on ouvre aussi les lignes de dire, mais ce sera et d'ailleurs, mon mari, tu vois, quand il dit le soir à ses collègues de travail, il faut que je vous laisse 1 heure, je vous récupère, je lui dis, dis-lui que c'est pour le bain, dis-leur à tous que c'est pour le bain des enfants. C'est important que tu le dises, et que tu le dises et que tu le nommes en disant, je suis un grand professionnel et je vais donner le bain à mes filles. Et je ouais. pense que moi, j'aide aussi, je catalyse chez lui cette transition. Je pense qu'on a aussi cette responsabilité-là, parmi toutes les autres, d'aider à cette transition masculine qui émerge, hein, mais qui prend plus de temps parce que ils avaient une autoroute, c'est difficile de quitter l'autoroute. Voilà, nous, on arrive du chemin de campagne, du coup, ben, de fait, on a déjà navigué différemment. Je trouve ça passionnant, l'image que tu donnes là de l'autoroute et du chemin de campagne. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et ce que tu dis en effet sur le fait que les hommes, que j'aime bien les appeler les hommes S, c'est-à-dire ceux en effet qui sont en train aussi de révéler toutes leurs facettes, en effet, et ce courage aussi de dire, bah oui, comme tu dis, je suis un grand professionnel, mais je suis aussi un papa qui est là aussi le soir pour donner le bain. Et ce que tu dis dans ton rôle, toi, de femme, d'épouse et de mère, il y a vraiment cette posture aussi de femme initiatrice, hein, ce que les femmes sont aussi historiquement sur certains aspects. Et ça me fait aussi penser aux femmes dirigeantes, tu vois, où je me dis peut-être que euh, la génération précédente et même la nôtre, parce que moi je m'inscris complètement là-dedans aussi, on a loupé le coche pour aussi se positionner et dire, bah regardez, oui, je suis cette femme S et je m'occupe aussi de mes enfants. Enfin, tu vois, enfin, si je ne prends que mon exemple, moi j'ai 4 enfants et j'ai fait, je pense, une erreur, c'est-à-dire que j'ai caché le fait d'être une femme avec des enfants dans une grande boîte avec un poste à responsabilité. Alors, je crois que c'est aussi ce qui m'a permis d'être là. Peut-être que j'aurais eu beaucoup plus de bâtons dans les roues si j'avais affiché ma maternité, etc. Mais c'est vrai que ce que j'ai fait, d'une certaine manière, c'est un peu en loose day.
Et tu vois, j'étais dans SNCF au féminin à l'époque. Je le disais pas parce que j'avais peur que ce soit un truc de bonne femme. Et je crois qu'au contraire, en fait, quand on est à ces positions-là, c'est bon aussi de pouvoir le dire et que les femmes dirigeantes rendraient service à beaucoup de femmes si elles pouvaient dire. Donc, mea culpa, hein. J'aurais aimé avoir cette conscience-là à l'époque, mais bon, c'est vrai que j'avais aussi mon chemin de campagne à prendre et pour rejoindre l'autoroute et c'était pas si évident que ça. Mais voilà, Et il y a eu un gros changement en fait, ces 20 attends dernières juste, années. ouais, et je voudrais juste dire parce que en fait, je pense que c'est pour les femmes qui sont sur l'autoroute. Dites-le, s'il vous plaît. Voilà, pour les femmes qui sont sur l'autoroute et qui vivent toutes leurs facettes, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, parce que je me sens un peu plus sur l'autoroute aujourd'hui que quand j'ai eu tout ce chemin de construction à faire, d'autant que je venais vraiment de loin, donc il fallait que je prenne cette place, hein. Il y a un peu de transfuge de classe dans mon histoire, hein, même si c'est un peu plus complexe que ça, mais du coup, pour celles qui sont sur l'autoroute et qui vivent ça, c'est peut-être un appel là que j'ai envie de faire du coup à travers cet épisode aujourd'hui, mais dites-le. Dites-le que c'est possible, qu'on peut prendre cette place-là, que ça demande du courage, de l'audace et du positionnement aussi, hein, parce que voilà, il s'agit de rester sur l'autoroute. Mais si vous l'avez fait et que vous y êtes, et que vous le faites avec toute cette dimension-là, dites-le. Dites-le autour de vous et puis dites-le aux femmes qui vous suivent derrière, quoi. Ça te parle, ça, J'ai j'ai- Charlotte? j'ai envie de te dire, moi, j'ai eu cette réalisation. Alors, je ne l'ai pas mise en place, hein, mais j'ai eu cette réalisation il y a 10 ans. Hmm. J'avais pas d'enfants, pas de famille, mais j'étais. Alors, je travaillais en salle des marchés, donc dans une banque. La salle des marchés, c'est plein d'hommes, de polytechniciens. Moi, j'ai fait une école de commerce de province. Je suis une femme. Enfin voilà, j'avais l'impression d'être rentrée par la trapette, tu sais, les trapettes de chat là. Et je me disais, surtout tu bouges pas et t'adoptes les codes. Et les codes, bon, bah, il y avait 90% d'hommes, donc c'était des codes masculins. Et j'étais assise, la vie parfois, enfin, souvent est bien faite, hein. Et j'étais assise à côté d'une jeune femme que je salue, hein, dont les femmes inspirantes, tu vois, elle en fait clairement partie, qui était assise à côté de moi, qui était d'une intelligence rare, qui était une grande professionnelle, euh, et qui venait au travail avec du rouge à lèvres jaune avec des paillettes dessus, des t-shirts avec marqué fuck it, avec un mec qui fumait un joint, et des jupes colorées, des baskets avec des cœurs, enfin tu vois, un truc, elle, plus fille qu'elle, c'était pas humainement possible. Et un jour, je lui ai dit, enfin, Nathalie, t'as un problème, ça se voit partout que tu es une fille. Tu vois, comment tu veux y arriver? Comment tu vas être prise au sérieux avec tout ça? Tu vois, c'est pas sérieux. Elle me dit, ah, Charlotte, je pense que c'est toi qui te plantes complètement. Toi, tu essayes d'y aller en te fondant dans le décor. Moi, j'essaie d'y aller en assumant le fait que je suis différente et que c'est une richesse. Et elle n'avait pas d'enfant à l'époque, moi non plus, mais ça rejoint complètement ce que tu dis là, c'est que moi, j'ai essayé d'y aller en me disant, surtout, il faut pas qu'ils se rendent compte que je suis là, je me déguise, tu vois. Il faut pas qu'ils se rendent compte que je suis différente. Je vais être comme ces gens qui réussissent, donc des hommes, voilà. Majoritairement, dans l'écosystème dans lequel j'étais, c'était que des hommes. Alors, il y avait peut-être une ou deux femmes qui émergeaient, mais c'était très, très rare. Et ces femmes-là, elles avaient adopté des codes masculins, Hmm. toutes. Voilà. Hmm. Et elles ne mettaient pas de jupe, elles mettaient pas de. Pour être prises au sérieux, il fallait être comme eux. Exactement. En tout cas, c'est ce que je me disais. Je ne sais pas si c'est vrai, tu vois, Ben, je avec du pense qu'on est recul. nombreuses à s'être raconté cette histoire-là. Moi, c'est Oui, exactement aussi l'histoire que je me suis racontée. Je me suis habillée en noir pendant 10 ans. J'ai coupé mes pareil. cheveux à l'époque. À l'époque, alors vraiment, j'ai toujours eu les cheveux longs et ça fait partie de mon identité, tu vois, d'avoir les cheveux longs. Je m'en rends compte maintenant. Ben, j'ai coupé mes cheveux. Bon, quand j'étais enceinte, je prenais 25 kilos à chaque fois. Donc, ça se voyait physiquement. J'avais un peu de mal à le cacher, mais j'étais pas malade. J'avais pas d'arrêt de maladie. Quand les enfants étaient là, j'avais pas de jour enfant malade ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai tout fait pour que toute cette partie du féminin, je me suis laissée, je me suis autorisée à la vivre. Et donc, je me suis pas réfrénée dans mes projets de maternité, par exemple, ou des choses comme ça. Mais surtout au travail, il fallait que ça se voit pas et que je sois complètement fondue dans le décor, exactement ce que tu viens de dire. Et quand j'ai lu ton livre, ton dernier livre, et que tu Mm. parlais du fait que tu mettais pas de photos de tes enfants au travail, alors je suis plus dans cet écosystème-là aujourd'hui, donc, mais j'aurais fait exactement comme toi.
J'aurais Mm. jamais dit je pars chercher ma fille qui est malade. Je me serais débrouillée pour que ça ne se voit pas. Cette tare, tu vois, je le vivais comme une tare Ouais, d'être une femme. Mais exactement. c'est horrible à dire, tu vois, C'est aujourd'hui, très, très, très puissant, hein. avec le recul, C'est... Enfin, mea ouais, c'est parce que culpa. c'est... Mais oui. Mm. Et comme tu disais tout à l'heure, mea culpa pour la femme que j'étais, pour les femmes. Voilà, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en stratégie pendant longtemps. Et il y a des jeunes femmes qui m'ont dit que tu étais notre modèle parce que tu étais la seule dans la direction du cabinet. Et du coup, tu étais un modèle pour nous. Et je me dis, mais merde, comment j'ai raté le coche d'être un modèle, un bon modèle, c'est-à-dire que Ouais. d'assumer ma féminité, d'assumer ma différence. Alors, je l'ai fait, je pense que toi aussi, parce que dans notre envie de normalisation, on l'était forcément pas complètement. Moi, je pense que on n'est Mm. pas là aujourd'hui par hasard. Et du coup, Mm. à l'époque déjà, on était des éléments dérangeants d'autres manières. On a masqué Oui. nos attributs féminins, mais j'ai toujours gêné. Oui. Enfin, gêné. J'étais pas dans la norme. Voilà. Donc, ça s'exprimait différemment. Malgré tout, aujourd'hui, j'aurais envie de mettre tu vois, de la peinture sur mes ongles jaune fluo et lui dire, mais t'as complètement raison. Et Ouais. ça a mis du temps à cheminer. Et je me suis dit, elle est débile, elle n'y arrivera jamais. D'abord, elle est complètement arrivée. Elle est partie parce que elle n'arrivait pas à s'épanouir dans cet écosystème en étant qui elle était et elle a eu le courage de partir en disant, bah, en fait, Mm. si vous ne me prenez pas comme je suis, je n'en veux pas. Après avoir fait bouger les lignes tous les étages, ça de créer les postes qu'elle voulait. Enfin, voilà, elle a fait énormément bouger, je pense, les lignes. Et moi, aujourd'hui, je me dis, c'est dommage. Il y avait un créneau, Mm. j'étais compétente, j'étais écoutée, j'étais respectée. J'aurais pu ouvrir un peu plus la porte au fait Ouais. que j'étais une femme et que c'était pas une tare. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, je le vois et je le perçois beaucoup plus. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, bah, aussi, ce chemin, il prend une autre forme. Et si on l'a pas fait à cet endroit-là, bah, on est peut-être précisément en train de le faire là, à travers ce podcast. Voilà, je pense que ça, c'est aussi un cheminement. Et par rapport à ce que tu disais sur les hommes et les femmes sont en train de faire un chemin inversé, Mhm. je me dis, alors ça, enfin, comment est-ce qu'on fait pour que les hommes fassent leur chemin, les femmes le leur, mais qu'à un moment donné, il y a un point de rencontre, tu vois? C'est pas deux autoroutes parallèles et puis on se rencontre jamais finalement, tu vois? Ah, mais Est-ce je pense que... que le point de rencontre, c'est le couple. Ouais. Tu vois, je pense que moi, avoir faire quelqu'un à côté de moi dans son intimité, tu vois, quelqu'un qui est un grand professionnel, qui a une super carrière, mais je vois aussi l'envers du décor. Euh, et du coup, je me dis, est-ce que j'ai envie de sa vie à lui? Ben, pas comme ça, pas complètement. Il y a des choses qui me vont et que je prends. Il y a une certaine forme de lâcher prise que je trouve chez lui, qui me dit, mais en fait, pour tout faire, il faut lâcher un peu. Et je m'inspire de lui. Tu vois, je le Hmm. vois lâcher à certains endroits et je me dis, il a raison. Tout faire, ça nécessitera de la souplesse. Et je pense que lui s'inspire de moi. Et je pense que ce point de rencontre, le couple, parce qu'il y a l'intimité, en fait, profonde. Il y a ces Hmm. moments que je peux voir chez lui de désespoir de louper l'anniversaire de sa fille en disant bah, j'ai le Stirco en Suède. En même temps, on s'en fout complètement, mais il doit y être. Et c'est l'anniversaire de notre fille. Et tiens, on va décaler la date de l'anniversaire. Je dis, ah non, ça par contre, ça n'existe pas. Ça rentre pas. Hmm. Euh, et je vois sa détresse et je me dis, j'ai envie de l'accompagner dans le fait de trouver un modèle qui va fonctionner pour lui et pour moi. En fait, notre Ouais. modèle, c'est le même. La cible, elle est au même endroit, je pense. Et donc, on s'apporte dans cette intimité-là nos doutes, nos réflexions, nos espoirs, nos envies de changement. Et on se nourrit l'un l'autre de nos forces qui ne sont pas les mêmes, voilà, du tout, Ouais. pour aborder ces sujets. Je crois que quand tu parles de l'intimité, c'est aussi d'accepter enfin, d'aller vers une vérité plus profonde de soi qui est pas toujours facile à aller chercher et qui est pas nécessairement agréable non plus. Est-ce qu'il y a de ça, tu vois, et que le couple est un endroit où on peut se le permettre, où on peut un peu baisser. Je disais dans le premier livre, j'ai baissé les larmes, les armes, les larmes, tu vois, enfin voilà, comment on peut l'entendre, tu vois, mais accepter en effet
de faire sauter un peu l'armure et puis en effet de, de se laisser aller peut-être aussi à la tristesse et à ce qu'on a besoin de lâcher, comme tu disais. Ça, c'est pas toujours Ouais. un moment hyper plaisant, quoi. Non, et moi, je pourrais le faire qu'avec lui. Enfin, on s'est choisi aussi pour ça, je pense, mais il y a peu de gens avec qui je pourrais partager mes doutes, mes craintes, comme tu dis, parce que il y a encore un modèle qui dit qu'on doit être fort, alors hommes et femmes, hein, d'ailleurs confondus, dans l'entreprise. L'entreprise n'est pas un lieu qui laisse place à des doutes, à de la faiblesse, à du questionnement. C'est encore aujourd'hui un lieu où, voilà, on est poker face, hein. Tout va bien, on sourit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et c'est dans cette intimité-là qu'on peut. T'es pas dans la construction, tu es dans la résistance. Tu serres les dents. Ouais. Lui, moi, les hommes et les femmes confondus, voilà, tu serres les dents. Et dans cette intimité, je pense que tu peux trouver de la richesse, de la capacité à construire et à proposer autre chose à titre individuel et du coup dans le collectif. Tu vois, ça crée de la systémie. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, là, on touche du doigt ce paradoxe-là qui est que finalement, pour vivre mieux, ce qu'il y a à faire, c'est tout le contraire que de tenir bon. Parce que parfois, on veut Ah bah, tenir bon pour justement maintenir ce qu'on a, et donc on pense que c'est ce dont on a besoin. Alors que là, tu es en train de dire que précisément pour pouvoir se sentir mieux, il faut lâcher ce qu'on a mis en place et ce qui nous rend finalement dur et soi-disant solide. oui, et je pense que ça s'applique à tellement d'autres domaines. Tu vois, moi, je me pose beaucoup de questions sur notre écosystème de vie aujourd'hui, notre lien avec l'environnement, notre modèle économique capitalistique traditionnel. Et je me dis, en fait, on essaye de le faire tenir. J'ai l'impression qu'on le porte tous à bout de bras, Exactement. On est... collectivement. Euh, et je pense que ce qu'il faut faire, c'est de se dire, là, on lâche. On Ouais. lâche et on regarde ce qui est essentiel et on repart de là. Et on lâche tout le superflu, en fait. Et je pense que ça, c'est ce paradigme-là qu'on est en train de toucher du doigt et qui va faire transitionner la société dans laquelle on vit. Mais pas que, d'ailleurs, les hommes et les femmes, je pense qu'économiquement, écologiquement, sociétalement, de vivre une grande transition et qui va passer indéniablement par ce lâcher prise, par ce lâcher d'un poids qui nous entrave. Voilà. Je pense qu'on est entravé aujourd'hui dans notre capacité à créer parce qu'on se veut fort. Je pense qu'il faut se dire qu'on ne sait pas et qu'on va construire ensemble demain en partageant nos doutes, nos erreurs et que c'est comme ça qu'on va construire demain. C'est exactement ça. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est j'ai été accompagnée par quelqu'un qui très longtemps, enfin qui pendant toute une année nous a dit, alors j'étais dans un collectif, hein, mais nous a dit collectivement quand deux personnes courent dans la mauvaise direction, le premier qui gagne, c'est celui qui s'arrête. Je trouve cette phrase géniale. Elle est magique. Je trouve cette phrase géniale et je pense qu'en effet, il y a vraiment une prise de conscience collective qu'on est en train de faire cramer ce sur quoi on vit. Donc, qu'est-ce qu'on décide en effet de faire collectivement et qu'en même temps, c'est hyper dur de lâcher parce que c'est ce qu'on connaît. Et ça, on voit à quel point finalement c'est vrai à un niveau individuel et comment c'est vrai à un niveau collectif, planétaire, etc. Donc en fait, pour ceux qui font un chemin personnel, je trouve que très rapidement, tu vois, comme tu disais, de manière systémique, comment c'est vrai à un niveau beaucoup plus large. Et je me rends compte, mais ça devient presque systématique, qu'à chaque fois que j'ouvre dans un podcast, dans une discussion, un sujet autour du féminin et des enjeux du féminin, très très vite, on arrive à la question environnementale et à la question du défi climatique, etc. Je trouve ça incroyable. C'est pas une corrélation, tu vois, qu'on décide dès le départ en disant, tiens, aujourd'hui, on va discuter autour du lien entre le féminin et les défis climatiques. Mais très souvent maintenant, quand j'ouvre cette discussion, que ce soit avec des hommes, des femmes, on arrive à ce point de rencontre sur ces deux sujets-là. Je trouve ça fascinant. Je sais pas ce que tu en Ça, penses. ça- Ça l'est surtout que moi, j'ai fait le lien très récemment
Mhm. Euh, J'avais noté ça et je me disais, c'est étrange, cette corrélation. Et je ne l'avais pas nommé, voilà, je ne l'avais pas Mhm. identifié. Et j'ai lu un livre, alors qui coulait beaucoup d'encre et qui est peut-être un peu plus lent et qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Oui, Chollet, magnifique, extraordinaire livre. que j'ai trouvé sublime. Voilà. Voilà, à tout point de vue. Je crois que c'est je crois que c'est la puissance invaincue. Oui, C'est Sorcière, ça, la hein. puissance invaincue des Invaincue femmes. des Oui, femmes, extraordinaire. extraordinaire livre qui m'a alors bouleversée à plein de niveaux. Euh, et qui m'a fait réaliser quelque chose tu vois, cette corrélation intellectuelle que j'avais faite, je l'ai ressentie, je l'ai intégrée dans ce livre. Elle parle du fait que les sorcières à l'époque étaient des femmes qui étaient liées, alors on parle de sorcières, mais c'était souvent alors, je mets médecins entre guillemets, mais des femmes qui faisaient de la médecine, c'était les sages du village, c'était elles qui transmettaient le lien à la terre, le lien au vivant. Et elles étaient vénérées pour ce lien au vivant, qu'elles représentent de fait dans leur maternité, mais pas que. C'est les femmes qui donnent la vie. Et du coup, elles ont un lien intuitif, instinctif, de continuer à ce que la vie puisse exister. C'est-à-dire que, tu vois, c'est là que je te dis, les hommes, ils ont cette autoroute, mais nous, on est nés avec le fait de dire, il faut que la vie persiste. C'est nous qui en sommes garantes, tu vois, de cette poursuite de la vie. Et donc, de la Terre, non, c'est de facto corrélé. Et donc, dans ce livre, elle dit, voilà, la chasse aux sorcières, ça a éteint la voix de ces femmes et de ce lien de l'homme avec un grand H à la Mhm. nature. Et c'est étonnant, elle ne fait pas une corrélation directe, mais moi, ça m'a beaucoup interrogée. Elle dit, c'est étonnant de voir que cette chasse aux sorcières qui a eu lieu jusqu'au début de la révolution industrielle, enfin jusqu'à l'ère industrielle, a muselé les femmes à cette époque de l'ère industrielle où du coup, elles ne parlaient plus. Elles étaient, c'était les voix de l'ombre. Et du coup, cette révolution industrielle qui a été menée par des hommes, voilà, tu cherches les femmes dans la révolution industrielle, ben, effectivement, il n'y en a pas. Mhm. Euh, et elle disait, et en fait, cette quête du non-fini, cette espèce d'aberration de la quête de l'infini, qui est idéologiquement super séduisante et que dont les hommes se sont saisis parce qu'elle est séduisante. Enfin, je ne vais pas dire qu'elle ne l'est pas, mais du coup, il n'y avait plus cette autre voix qui disait attention, l'infini, pourquoi tu as cette envie de grandeur elle n'a de sens que si on reste connecté à cette puissance de vie dont on est garant, nous, les êtres humains. Et donc, on l'a complètement perdu de vue. Et je me suis rappelé, c'est très drôle parce que tu vois, les souvenirs d'enfance qui remontent, mes grands-parents étaient agriculteurs des deux côtés. Et je me rappelle une conversation, ma grand-mère avec mon grand-père, donc dans leur terre du Nord, ils avaient des vaches, des champs. Voilà, bon. Et mon grand-père lui disait on va faire prendre ah, zut, les désherbants, là, les nouveaux, qui font qu'on fait fois 2 fois 3 en plus sur notre rendement. C'est incroyable, hein. Ma grand-mère, elle dit oui, enfin, ça tue les rosiers. Ouais, Je suis pas sûre. Tu te rends compte, ça va faire plus. Et puis, elle lui dit, ça va faire plus, mais pourquoi? On a déjà de quoi nourrir les gens du village, on se nourrit nous. Qu'est-ce qu'on va faire du fois 2 fois 3 en plus pour nourrir qui? ouais. Et mon grand-père, qui a écouté ma grand-mère sur à peu près tout, 99% de leur vie, il a dit, il a tapé les poings, il a dit, on va le faire, ça fait fois 2 fois 3. Et ils ont jeté les productions en plus, tué Ouais. leur sol. Euh, c'est incroyable. Et je me suis rappelé de C'est ça parce que extrêmement important ce que tu racontes là, je trouve, c'est parce que fou, hein. ça parle de notre système économique complètement, quoi. Mais complètement. Le Mhm. capitalisme, tu vois, et cette course effrénée au profit sans regarder l'ensemble de l'impact que ça peut avoir, c'est forcément un non-sens. Alors, souvent, les gens te disent, oui, mais et donc quoi? Ben, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien, et peut-être que demain, je saurai. Mais en tout cas, Mhm. aujourd'hui, c'est Bah, évident que et ça donc tient quoi, pas. bah, et ben donc quoi, et revenir, et c'est exactement ce qu'on partage et ce qu'on travaille aussi dans l'école finalement, c'est revenir à son besoin propre. De quoi j'ai besoin en fait? Est-ce que j'ai besoin en effet d'avoir toute cette production?
Et je sais que parfois, les femmes, elles arrivent dans l'école avec des blocages. Et l'idée, c'est de libérer les blocages, c'est de permettre que les choses soient possibles. Mais c'est vrai que ça me fait penser à ce que j'essaie aussi de vous faire travailler, c'est possible. Réglons la problématique du c'est possible. On voit bien que c'est possible. On construit des îles artificielles à Dubaï où on met des hôtels immenses là-dessus, des tours de 800 mètres, des machins. Donc, la possibilité technique, on fait voler des avions, des A380 de plusieurs, je sais pas combien, de centaines de tonnes, avec 500 bonhommes là-dedans. Donc, on a résolu la problématique technique en tant qu'humain avec notre capacité de création et d'ingénierie. Enfin, ça, c'est incroyable. Donc, arrêtons de nous demander si c'est possible, demandons-nous si c'est souhaitable. Exactement. Mm. Tu vois, Bah, tu vois, ma grand-mère, sa question, elle était là. Est-ce que c'est Hmm, souhaitable? Et hmm. c'était tellement intuitif chez elle de dire bah, ça n'a pas de sens. Elle dit mais tous les copains le font, mais c'est les autres fermiers du village. Ben oui, Je vais pas être le seul couillon qui le fait en pas. arrière, ouais. Non, je veux être le progrès, je veux penser à demain, on va faire. Et tu Et vois, tu te dis, collectivement, on revient, pardon, je te coupe, mais parce que dis-moi, c'est pour refaire le lien vraiment avec cette phrase, tu vois, on revient à cette question. Si tout le monde se la posait, et si notamment notre dirigeante se la posait, si deux personnes courent dans la même direction et que cette direction est mauvaise, le premier qui s'arrête est celui qui gagne. Mais il faut qu'on le partage collectivement, ça. Le fait que la course qu'on est en train de courir n'est pas la bonne. Et tu vois, je suis aussi optimiste parce que bah, pas plus tard qu'hier, j'avais un dirigeant au téléphone qui est en train de travailler là-dessus et qui est en train de se former aussi à accompagner avec une autre ouverture. Et tu vois, son ambition, c'est, il a formé beaucoup de futurs dirigeants, et notamment au développement durable, et il a décidé d'arrêter. Il enseignait à HEC, il a décidé d'arrêter, et ses étudiants étaient hyper déçus. Ils ont dit, mais pourquoi vous arrêtez pour nos camarades des années prochaines, etc. C'était tellement génial votre cours. Il a dit, parce qu'en fait, je me rends compte que depuis 10 ans, je forme les jeunes qui vont mettre 10 ans, 20 ans à arriver sur les postes de décision et qu'en fait, c'est trop tard. Et donc là, moi, je veux réorienter mon propos et aller directement parler aux dirigeants pour que, justement, les décisions qui sont prises actuellement, les prises de conscience que ces personnes-là ont et la course qu'ils sont en train de courir, ils puissent la qualifier et réfléchir à est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise, en fait. Et le premier qui s'arrêtera sera alors celui qui gagne, mais celui qui gagne collectivement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit reconnu aussi. Il faut qu'il soit reconnu par les autres comme étant celui qui gagne. Et donc pour ça, il faut repartager un cadre commun dans lequel on sait que maintenant gagner la course, c'est s'arrêter et que c'est pas continuer. Mais pour qualifier ça de il a gagné, il faut que tout le monde le partage. complètement. Voilà. Et Mais ça ça bouge, hein. nécessite. Enfin, Ouais. moi, je vois de plus en plus de. Tu sens que ça bouge. Enfin, j'allais dire instinctivement, mais ça se Hum, sent. C'est en train de bouger. Le sujet, c'est. Tu rejoins complètement mon interrogation qui est comment on arrête la course folle. Euh, et le problème qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de dire, bah, si tu n'as pas trouvé la manière qui a prouvé qu'elle était bonne, alors on ne s'arrête pas, parce qu'on sait vivre que dans l'ancien modèle. Or, c'est un modèle qu'on doit créer. Du coup, il faut le tester, ouvrir des portes, lâcher avant d'obtenir. Et ça, c'est très, très dur. Je l'ai vécu cette année au sein de l'école. Tu me l'as dit plusieurs fois, Charlotte, lâche, lâche. Et je dis genre, bah non, parce que je tiens rien de l'autre main. Tu vois, qu'est-ce que je peux pas lâcher l'ancien système tant que le nouveau modèle n'est pas là. Or, c'est en lâchant que le nouveau modèle se met en place. Mais c'est très contre-intuitif. Tu vois, quand tu es dans la flotte en train de te noyer, tu te dis, bah, lâche le bout de bois qui va finir euh, par lâcher pour te mettre à nager. Tu dis, mais non, bah, le bout de bois, c'est la vie, non? hum. Et ça, il y a plein de choses qui émergent dans les nouveaux modèles de gestion d'entreprise, dans les questions qu'on se pose sur le travail avec l'IA. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, mais la vision du tout, on l'a pas encore et est-ce qu'on arrivera à l'avoir sans s'arrêter? Et Oui, or, et sans s'arrêter, doute. Pardon, c'est la crainte vas-y. de mourir. Donc, Ouais. Oui, parce qu'on on a très complexe. peur on a très peur de cet espace créatif.
Mais c'est presque, je trouve que là aussi, il y a de la systémie. C'est comme avec les enfants, tu vois, qu'on veut occuper, 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 alors qu'on sait très bien en psychologie que c'est dans ces espaces de... de Les psys vide. disent, laissez vos enfants avec rien. Ils vont justement, c'est là qu'ils vont développer leur créativité. Arrêtez d'être en tant que parents, et en plus ça conduit les parents à des burn-out parentales, etc. Mais arrêtez de vouloir toujours être derrière eux, de remplir leurs agendas d'activités. Alors c'est très bien de faire des activités, hein, mais c'est aussi très bien de leur laisser ces espaces où ils s'ennuient. Et ok, bah tu t'ennuies, regarde ce que tu peux faire. Et en fait, nous, c'est pareil. Mais je crois que c'est parce qu'on confond le vide et la vacuité. Tu vois, on confond l'espace du rien. Alors, on pourrait philosopher longtemps sur, voilà, et l'espace, justement, précisément, tu vois, contenu. Euh, Parce que la vacuité, c'est ça, il y a un contenant qui mérite d'être rempli, mais pour le moment, il y a une vacuité. Et c'est dans cette vacuité que je peux créer, en fait. Et on a du mal à accepter ça parce qu'on le confond avec le vide. Je crois, hein. Moi, Et puis c'est C'est mon hypothèse. institutionnel. C'est mon Il faut hypothèse, être ouais. pressé, il faut être ah, je suis busy, ah, j'ai pas le temps. C'est ça qui Qu'est-ce nous qu'on qualifie en valorise? tant qu'être humain aujourd'hui. Eh Voilà. oui, on le valorise. Moi, Moi, je dis dans le bouquin l'air sérieux et oui, concerné avec nos dossiers sous le bras. Et puis là, on est important, quoi. Là, on vaut quelque chose. j'ai lu ce bouquin, je crois que c'est toi qui nous l'avais conseillé, Cynthia Fleury, Travailler moins pour gagner plus, pour vivre mieux. Travailler moins pour vivre mieux. C'est Ouais, toi qui nous l'avais conseillé. ouais, Je suis pas je sais plus celui-là, mais ça me parle en tout Écoute, cas ce il est titre. fantastique. Il est fantastique en disant, mais pourquoi tu travailles? Pas pourquoi tu travailles. Ah ben, est-ce que ton travail te plaît? C'est même pas ça. C'est le travail, c'est hyper récent en fait. Avant, ce qu'on appelait un travail, c'était qu'est-ce qui servait à ma communauté, quel était mon savoir-faire que je mettais au service d'un village, d'une ville. Bon, ben, je t'ai ferré des chevaux, voilà. Et puis, tu travaillais quand tu avais besoin, quand tu avais envie, quand il y avait un besoin. Le reste du temps, tu ne faisais pas. Le maréchal ferrant n'était pas là, il disait, ben, il n'est pas là, puis t'attendais avec ton cheval qui revienne, d'aller cueillir des fraises, de manger chez son copain, je sais pas, voilà. Et il n'y avait pas d'espèce de... C'est pas ça qui définissait la vie. Le travail, il était Hmm. nécessaire pour faire vivre la communauté, mais aujourd'hui, on a complètement perdu ce sens-là. On travaille pour un titre, on travaille pour un salaire, pas du tout pour le bien collectif, l'importance du vivre ensemble qui fonctionne. C'est ça, en fait, ce qu'on appelait aujourd'hui le travail. Et donc, ça questionne ça, de dire bah, pourquoi on fait ça, pourquoi le Tellement, capitalisme, et, et, tellement. et, du démarrage et de la fin de ces injonctions qu'on s'est calées nous-mêmes, et à quel moment on arrive à s'arrêter et à se dire mais pourquoi on travaille? Qu'est-ce qui? Mais ça Pourquoi? percute tellement avec ce que tu dis là, parce que pour le clin d'œil, on est en train de tourner. Donc toi, tu es à Paris, moi je suis à Djerba. Et ce que tu es en train de dire là me parle tellement par rapport à ce que j'observe quand je viens chez moi ici. Et aussi à comment notre société capitaliste s'est répandue partout pour imposer sa vision et a bah, d'abord détruit les terres, hein, abîmé. Catastrophe. Voilà, il y a 50 ans, il n'y avait pas de plastique à Djerba et voilà, et les terres étaient saines. Et ce côté, en effet, ben, je travaille parce qu'il y a besoin, il y a un besoin là et donc je contribue. Et comme si on avait emmené aussi tout le monde dans notre course folle, en fait. Donc on a emmené tout le monde. Là, Djerba, ça construit énormément en ce moment. Très bizarrement, tu vois, après le Covid, le gouvernement a encouragé à ce que ça construise encore plus parce que ça faisait marcher l'économie, tu vois. Donc, si construisait, alors j'en suis la première, hein, on a construit une maison ici, donc ben, si construisait, on encourage, tu vois, construisait, ça fait travailler les gens, etc. Alors que finalement, de quoi ils avaient besoin? Ils avaient besoin de pêcher leurs poissons dans la mer, de cultiver leurs tomates sur une terre qui était hyper fertile, de presser leur huile parce qu'il y a voilà, des terres d'olivier ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu vois? Et je trouve que ça secoue hein, quand même hein, Moi, je me de dis, prendre tu vois, là, conscience de je me ça. disais, est-ce que la Terre nous pardonnera, tu vois? C'est Ouais, philosophique comme question, mais on a tellement on a tellement perdu de vue l'essentiel qui est qu'il faut qu'on se nourrisse, en fait. C'est une terre nourricière. Tu vois, oui, c'est comme ta mère nourricière. Il y a quelque chose de tellement profond dans notre lien à la terre qui est complètement distordu aujourd'hui pour bâtir, pour faire du profit, pour faire tenir les économies. Ça n'a ni queue ni tête, hein. C'est tellement.
Je sais pas. Moi, je me dis, on est très, très loin du modèle Ça me qui fait. arrive. J'ai un titre de livre, Charlotte, on va peut-être écrire un livre ensemble. Je ne sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui me vient là, c'est arrêtons-nous, tu vois. Arrêtons-nous 2 secondes. Et ça veut pas dire qu'on va devenir amorphe, tu vois, mais simplement de se donner ce temps d'observation. Et je crois qu'on est à ce carrefour, hein, vraiment. Et Oui, comme tu et dis, moi puis, aussi, je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment autour de ça ça. frémit, hein. Mm. Oui, et pris en charge par des gens, je vais dire entre guillemets, sérieux, tu vois. Parce que je pense que c'est de là de tout temps. Il y a plein de gens déjà depuis le début du XXe siècle qui ont alerté sur justement cette espèce de frénésie liée à la révolution industrielle, tu vois. On peut lire des textes, hein, même après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a aussi des choses qui sont liées avec ce qui s'est passé avec le nazisme, tu vois. Donc, que ce soit dans les réflexions qu'il y a eu autour du post-après-guerre, Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans des réflexions qui ont eu lieu dans les années 70 sur les premiers constats autour de l'ère industrielle, etc., on sait déjà ça. Mais il y a eu aussi un peu, c'est pas des ingénieurs qui écrivaient, tu vois, c'était des sociologues, c'était des psys, et là, ce que je trouve bien, c'est que je vois des gens sérieux. Je pense que les sociologues et les psys sont très sérieux, mais sont pas pris en compte, tu vois, dans cette espèce de dualité débile entre sciences molles et sciences dures, tu vois. Et là, on commence à avoir, ça c'est génial, bah, des polytechniciens, des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce et de la finance et tout ça qui commencent à dire, attendez là, on peut réfléchir aussi autrement. Et ce que je trouve génial, là, je pense à Jean Witzki, Jean Novitch, comment il s'appelle ce polytechnicien? Bon, je retrouverai. Alors, le temps que tu trouves, je t'en trouve un autre. J'étais en train de le chercher pour Jean t'en parler. Kolevitch, je crois, un truc comme ça. Ah oui, Jean Mm. Covici. Jean Jean Covici. Covici. Merci. Voilà, voilà, merci. C'est fabuleux, on l'adore. Moi, je Ben l'adore aussi. oui, non mais voilà, donc il commence à y avoir des gens de la science dure qui sont en train de poser des choses là. Et ça, je pense que c'est ce qui va faire bouger aussi. Pour faire bouger un système, de toute manière, il faut qu'il y ait des personnes à l'intérieur du système pour qu'il y ait des effets de résonance Tu parlais d'être reconnu, et de reconnaissance. Ouais. Mm. de reconnaître le fait qu'il y a besoin de ce changement. Ça commence à se faire de l'intérieur. Bah, autre polytechnicien, Jean-Marc, Ouais. si tu nous écoutes, tu es un collaborateur, qui s'appelle Hubert Joly. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Libérer la magie humaine au service du bien commun. Ouais. Et il commence en me disant, moi, à 40 ans, j'étais partenaire chez McKinsey. Je Mm. pensais que j'avais tout compris, que j'étais le mec le plus intelligent de la planète et le plus riche et le plus socialement reconnu. Et j'ai repensé intégralement la manière de voir l'entreprise, l'économie. Et il a monté, enfin, il a dirigé 2 entreprises avec lesquelles il a impulsé un nouveau modèle économique, qui est plutôt un modèle écologique, humainement écologique. Mais moi, je vois Mm. l'écologie de manière plus large que l'écologie de la Terre. Je me dis aujourd'hui, il faut être écologique dans toutes nos manières de penser. Et il te dit, euh, j'ai j'ai- j'ai réalisé que c'était ça l'alpha et l'oméga, en fait. Les gens, ils travaillent pour se mettre au service d'autres gens, mais comme elle le dit si bien aussi dans le livre de Travailler moins pour vivre mieux, euh, il faut arrêter cette idée de on va faire de l'argent de fait en travaillant, en se mettant au service de nos employés au service de leurs clients. Ça va générer du profit. C'est naturel. Voilà, ça va se faire presque tout Ouais. seul. Et disait, par contre, moi, ce que j'ai fait qui est différent, c'est que mon meilleur ami au comité de direction, c'est ma DRH. Incroyable. Mon chéri avec qui j'en discutais, je me disais DRH, j'ai un métier de merde, c'est des gens qui font, ils exécutent. C'est le directeur financier, le directeur de la strat et le PDG qui font des trucs dans un comité de direction. Tu le verras jamais pas. Le DRH, on lui dit, tu seras gentil de recruter 1000 personnes, virer 2000. Merci de parler aux partenaires sociaux de notre réorg. C'est un gras de papier. Je me dis, bah, c'est tellement dommage. C'est la personne clé de ton entreprise. Et il le dit parfaitement dans son podcast et dans son bouquin. Bien, bah, en fait, les personnes clés de l'entreprise, ce sont les gens. Et du coup, mon allié du CODIR et la seule personne à qui je passe des journées enfermées, c'est la Mm. DRH. En fait, ce que je Et trouve il est fascinant dans ce que fabuleux, tu ce es en gars. train de dire, c'est que finalement, on travaille pour tout sauf à notre service en tant qu'humain. Mais tu sais, je suis pas en train de dire le truc tarte à la crème, l'humain au cœur de l'entreprise, hein. En tant qu'humain, juste, on est là sur cette terre, on est là pour y vivre, en fait. Donc, on travaille au service de tout
de nous. Sauf, sauf de nous collectivement, hein, je veux dire, hein, pour que nous, humains, on puisse vivre bien, mieux, etc. Mais oui. Et pour finir là-dessus, je pense qu'il y a aussi un autre truc qui s'ouvre sur toute l'économie de la connaissance. Ça m'ouvre aussi cette piste-là. Et j'aime bien ce que dit, bon, il y a Attali qui en parle aussi et d'autres personnes, mais sur finalement, se tourner aujourd'hui vers l'économie de la connaissance, c'est se tourner vers une ressource inépuisable, puisque ça, pour le coup, on peut y aller, quoi. Donc, à partir du moment où on a un peu sécurisé nos besoins matériels, on peut continuer à sécuriser nos besoins maternels. Intéressant. Tu vois? Matériels. Il est bon celui-là. On le garde. Donc, voilà, continuons à sécuriser nos besoins matériels, mais juste ce dont on a besoin. Voilà, donc de manière possible et souhaitable. Euh, et peut-être décalons nos productions vers quelque chose qui est la connaissance, l'éducation, et qui pour le coup est illimité, quoi. Et si on commence à mettre des sous là-dessus, ben, on a de quoi partager, quoi. La On transmission. a de quoi créer, partager et faire aussi des sous avec tout ça. Voilà, et de valoriser. Et il y en aura deux fêtes. Mais ça, tu vois, ça me rappelle une première discussion que j'avais eue, j'avais peut-être 22 ans, avec Hmm. une des patronnes des back-office de ma banque, qui est aujourd'hui la CEO de Natixis, si elle nous entend. Excellent. Euh, je me disais, mais moi, je vais être vendeuse, parce que c'était le boulot un peu star, tu vois. Il y avait les traders, les vendeurs, c'était les deux grands métiers. Je me dis, bon, bah, trader, je peux pas. Le patron du trading m'avait dit, bah, tu retournes, tu fais Polytechnique, tu reviens. Je dis, ok, bon, ça va être compliqué. Je dis, vendeuse, ça devrait le faire. Bon, j'ai pas le bon diplôme, mais je vais louvoyer vers ce métier-là. Elle m'a dit, alors, toi, Charlotte, c'était tellement un gâchis de ce que tu peux apporter à une entreprise. Tu es tellement forte pour améliorer, faire grandir les choses. Ton sujet, toi, c'est le projet, c'est la création de valeur. Vendeuse, désolant. Et je dis, non, mais attends, Véronique, moi, je vais être dans ce qui se fait tu vois, dans les métiers cœur. Et puis, je veux gagner des pépettes, hein, tu vois, ça, c'est aussi mon symbole de reconnaissance. Elle me dit, mais Hmm. Charlotte, toi, avec ce que tu as comme qualité et compétences, tu vas prendre des grands postes de direction et l'argent, ça ira avec. Oui. Va dans ta lumière, va dans quoi tu es forte et là où tu vas apporter de la valeur. L'argent, ça viendra de fait. Et j'ai mis, ça encore, tu vois, je me rappelle cette discussion, on était devant la porte, je l'avais attrapé entre deux coins en disant, qu'est-ce que tu en penses? On me propose un poste de projet, un poste de vente. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je la trouvais inspirante, du coup, cette femme. Et sa réponse m'a laissé très perplexe. Et je me suis rendu compte en fait que l'argent, c'était pas du tout le sujet, effectivement. Euh, enfin, non, c'est complètement un sujet, mais quand tu fais ce pourquoi tu es fait, le succès vient avec le succès, la réussite et le fait de pouvoir gagner ta vie de ton talent, il est, ça marche avec. Et je pense que quand tu mets euh, l'homme, dans le sens avec un grand H, au cœur de tes préoccupations, genre est-ce que ça sert ce que je suis en train de faire? Tu vois, est-ce que ça sert de faire du marketing de masse pour pousser du produit, de la consommation? Est-ce que ça sert l'être humain? Bah, si la réponse est non, arrête de faire ce que tu fais autre chose. Et le autre chose, si ça crée de la valeur pour l'être humain, ça va créer de la valeur pour toi, monétaire et dans tous les sens du terme. Donc je pense que c'est un Extraordinaire. vrai point. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et j'aimerais peut-être qu'on finisse là-dessus, du coup. Qu'on finisse là-dessus parce que je pense que ça peut inspirer des femmes. Voilà. Et quelle serait d'ailleurs cette, euh, cette dernière proposition que tu aimerais faire à ces femmes qui nous écoutent? À quoi tu aimerais les encourager? Ben moi, j'ai envie de faire lever les femmes de France, mais de partout, hein. Je pense que c'est elles qui vont construire le modèle de demain. Parce qu'on a la chance d'arriver de la route de campagne. Et tu vois, aujourd'hui, je trouve que c'est une chance. Ça s'est cabossé, ça marche pas droit. Il y a plein de choses qu'on a dû construire, déconstruire. Et on a une richesse et une puissance que je pense que les hommes vont nous envier bientôt. Ils vont arriver, hein, il n'y a pas de sujet, mais je pense que la clé du modèle de demain, elle est avec plus de femmes sur le devant de la scène qui vont proposer des choses qui
ne rentre pas dans un modèle traditionnel, mais on s'en fout, parce que nous, les modèles, on les invente. On a dû Un tous les nouveau, inventer. un Ben nouveau oui, modèle. nos nouveaux modèles, on les invente tous les jours. Tu vois, ces femmes inspirantes, je parlais de ma boulangère ou l'institutrice, elles inventent des nouveaux modèles tous les jours pour faire tenir toutes ces injonctions qu'on a. On invente tous les jours des nouveaux modèles. Ouais, Et ça, c'est nécessaire à notre société aujourd'hui. On doit aller apporter ces modèles de demain. Donc, femmes de France, levez-vous, euh, accordez vos facettes, accordez-vous la place qui est la vôtre pour aller faire des propositions. Je pense que c'est ouais. ça dont a besoin le pays et le monde. Et c'est complètement en écho avec la newsletter que j'ai postée cette semaine, où je refais écho à Annie Ernaux, qui avait eu le prix Nobel de littérature en Je l'ai octobre. lu. La place. Voilà, la place, hein, comment elle, en tant que transfuge de classe, elle a pris sa place et tout ce que ça a impliqué pour elle, hein, dans son vécu. Et je conclus parce que je concluais cette newsletter exactement dans le sens que tu dis là, levez-vous. Moi, je dis honorez-vous, engagez-vous, aimez-vous. Voilà. Donc, peut-être Et qu'on termine on a là-dessus. besoin qu'elles reprennent cette place. Tu Voilà. vois, je refais le lien avec le livre, mais il y a besoin que des femmes reviennent à ces places Mm. qui vont construire une société qui sera plus écologique. Donc, voilà. Là, levez-vous, femmes de France. Levez-vous. Voilà. Levez-vous. Magnifique. Merci beaucoup, Charlotte. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cet échange avec toi ce matin. Euh, je te dis à très bientôt. Au plaisir. Merci, Dan, de m'avoir reçu. Merci à toutes pour votre écoute. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt.